Il y a, sur une table de bois sombre, un bol de thé. Il n'est pas parfait. Sa forme penche légèrement, comme si la main qui l'a façonné avait hésité, ou peut-être consenti à laisser la terre décider elle-même de sa courbe. Sa glaçure est irrégulière, d'un vert qui tire vers le gris par endroits, vers le brun à d'autres, et une fine craquelure le traverse du bord jusqu'au pied, comme le lit d'un ruisseau asséché. Si vous passez le doigt dessus, vous sentez la rugosité de la matière, le grain de l'argile sous l'émail. Cette texture qui dit qu'un être humain a pétri cette terre avec ses pommes, un jour, quelque part, et qu'ensuite le feu a fait le reste. Ce bol n'est pas beau selon les critères que nous connaissons. Il n'est ni lisse, ni symétrique, ni éclatant. Et pourtant, il retient le regard. Il retient le regard comme le retient le visage d'une personne qui a beaucoup vécu, dont les rides ne sont pas des défauts, mais des récits, dont la fatigue n'est pas une faiblesse, mais une profondeur. Pourquoi cet objet nous touche-t-il ? Pourquoi, en le tenant dans nos mains, éprouvons-nous quelque chose qui ressemble à de la tendresse, cette même tendresse que l'on ressent pour ce qui a été traversé par la vie, marqué par elle, et qui ne s'en est pas défendu. Pourquoi la perfection lisse nous laisse-t-elle parfois indifférents, tandis qu'un mur dont le crépi s'effrite, un plancher qui craque sous le pas, une couverture dont le tissu s'amincit là où les mains l'ont serré le plus souvent, peuvent nous émouvoir jusqu'au silence. Il y a là un mystère que notre époque, dans sa course vers le neuf et le brillant, a presque entièrement recouvert. Leonard Cohen, architecte américain, qui a consacré sa vie à cette question, a écrit en 1994 une phrase qui pourrait servir de boussole. Épure jusqu'à l'essentiel, mais n'enlève pas la poésie. Cette phrase, je crois, contient déjà tout ce que nous allons traverser ensemble. Car il existe un mot, dans la langue japonaise, pour nommer cette émotion précise. Ce mot est wabi-sabi. Et ce qu'il désigne n'est ni un style de décoration, ni une tendance esthétique, ni un conseil de bien-être. C'est quelque chose de plus ancien et de plus vaste. C'est une manière de se tenir face au monde. Une manière de regarder ce qui s'use, ce qui vieillit, ce qui passe, et d'y reconnaître non pas la défaite de la beauté, mais son expression la plus vraie. Je vous invite à entrer dans cette vision, pas comme dans un cours, mais comme on entre dans un jardin au crépuscule, lentement, en laissant les yeux s'habituer à la lumière qui décline. Pour comprendre le wabi-sabi, il faut d'abord entendre ces deux syllabes comme deux voix distinctes qui, au fil des siècles, ont appris à chanter ensemble. Wabi, à l'origine, désignait la tristesse de celui qui vit seul, loin des hommes, dans le dénuement. C'était un mot qui portait le froid des montagnes et la solitude des sentiers. Mais peu à peu, comme un fruit amer qui mûrit au soleil, Wabi a changé de saveur. Il s'est mis à nommer non plus la souffrance du manque, mais la joie secrète de celui qui a cessé de vouloir posséder. La liberté de celui qui n'attend rien, qui ne cherche rien, et qui découvre, dans ce vide même, une plénitude que l'accumulation n'avait jamais su lui offrir.
Imaginez un moine errant sur un chemin de montagne. Sa robe est rapiécée, le vent la traverse, et pourtant il ne manque de rien, car il porte en lui tout ce dont il a besoin. Son regard, son souffle, l'instant présent. Sabi, lui, parle du temps. Non pas du temps qui détruit, mais du temps qui signe. Sabi, c'est la patine sur le cuivre, la mousse sur la pierre, la rouille qui dessine des continents sur le portail d'un temple. C'est cette qualité particulière que prend un objet lorsqu'il a traversé les saisons. Lorsque les doigts l'ont touché 1000 fois, lorsque la pluie et le soleil l'ont lentement sculpté. Ce n'est pas la décrépitude, c'est la dignité silencieuse de ceux qui a vécu. Les deux mots se sont rejoints au XVe siècle dans la littérature japonaise, pour nommer ensemble une esthétique du réel accepté, une beauté de ce qui est imparfait, impermanent et incomplet. Et cette réunion ne s'est pas faite au hasard. Elle plonge ses racines dans le terreau profond du bouddhisme zen. Le Bouddha a enseigné que toute existence repose sur 3 vérités. L'impermanence, que les Japonais appellent Mujo. Rien ne demeure, tout se transforme. La rivière du matin n'est plus celle de ce soir. La souffrance, Ku, non pas une punition mais la tension naturelle qui naît de notre refus d'accepter le changement. Et le vide, Ku, non pas le néant, mais l'absence de toute nature fixe. L'ouverture infinie de ce qui n'est attaché à aucune forme. Le wabi-sabi ne nie pas la douleur que ces vérités peuvent provoquer. Il ne prétend pas que la perte est facile, ni que le changement est toujours bienvenu. Mais il traverse cette douleur, il la regarde en face, et il découvre que de l'autre côté de l'acceptation se trouve une paix inattendue. Comme la rivière qui ne lutte pas contre ses rives, mais les sculpte en les épousant. Le taoïsme, cette sagesse chinoise qui a tant nourri la culture japonaise, apporte une résonance voisine. Il enseigne le wu-wei, cette action sans forçage, ce non-agir qui n'est pas de l'inaction, mais une manière de se mouvoir avec le courant des choses, plutôt que contre lui. La nature ne cherche pas à être parfaite. L'arbre tordu par le vent n'est pas un arbre raté. Il est l'arbre que le vent a façonné. Et sa torsion est sa vérité. Il existe aussi, dans la sensibilité japonaise, un concept cousin que l'on appelle Mono no Aware, la conscience poignante de l'éphémère. C'est l'émotion qui nous saisit devant les cerisiers en fleurs, dont la splendeur est inséparable du fait qu'elle ne durera pas. Mais là où le mono no aware est une émotion qui nous traverse, le wabi-sabi est un regard que l'on cultive. Une attention délibérée portée à ce qui se passe, non pour le retenir, mais pour l'honorer. Nous sommes au XVIe siècle. Le Japon est en guerre. Les seigneurs féodaux, qu'on appelle daimyo, se disputent le pouvoir dans un fracas d'armures et d'alliances brisées. Et au milieu de cette violence, la cérémonie du thé est devenue, elle aussi, un champ de bataille. Les puissants rivalisent de faste. Porcelaine chinoise importée à prix d'or. Salon immense décoré de soirées.
ustensiles précieux que l'on exhibe comme des trophées. Le thé n'est plus un rite de recueillement. C'est un théâtre de l'ostentation, où l'on montre sa richesse en versant de l'eau chaude. C'est dans ce monde-là qu'apparaît Sen no Rikyu. Né en 1522 dans une famille de marchands de la ville de Sakai, formé dès l'adolescence à l'art du thé, il entre au temple zen de Daitokuji à Kyoto, où il reçoit un enseignement qui va transformer sa vision pour toujours. Le zen lui apprend que la vérité ne se trouve pas dans l'ornement, mais dans le dénuement. Que l'essentiel n'a pas besoin de dorure pour briller. Et Rikyu va mettre cette intuition en acte, avec une radicalité qui stupéfie son époque. Il réduit le pavillon de thé à la taille de 2 tatamis, à peine 2 mètres carrés. Un espace si petit que 2 personnes, l'hôte et l'invité, s'y trouvent face à face dans une intimité qui ne permet plus aucun masque. Il en abaisse volontairement la porte, la rendant si basse que chaque invité, fût-il le seigneur le plus puissant du pays, doit se courber pour entrer. Ce geste n'est pas une humiliation, c'est une invitation. Franchir ce seuil, c'est accepter de laisser dehors son rang, son armure, sa prétention, pour entrer dans un espace où seul compte la sincérité du cœur. Il remplace les porcelains d'importation par des bols façonnés à la main, dans l'atelier d'un potier nommé Raku Shujiro. Ces bols sont rugueux, asymétriques, volontairement imparfaits. Ils portent les marques des doigts qui les ont modelés et les accidents du feu qui les a cuits. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à être vrai. Il choisit des fleurs sauvages, cueillies le matin même dans le champ voisin, plutôt que les compositions élaborées qui ornaient les salons des puissants. Car ce qui est beau n'a pas besoin d'être arrangé, cultivé ou dominé. Ce qui est beau est déjà là, dans le champ, dans la rosée, dans la tige qui penche. Chaque geste de Rikyu est un enseignement silencieux. La porte basse dit « L'humilité est la condition de la rencontre ». Le bol irrégulier dit « La beauté ne réside pas dans la perfection de la forme, mais dans la sincérité de la matière. » Les fleurs des champs disent « Le sacré n'est pas ailleurs, il est ici, dans ce qui pousse sans qu'on le lui demande. » Rikyu lui-même le formulait ainsi. Vous avez beau essuyer vos mains et épousseter la poussière des ustensiles. À quoi bon tout cela si le cœur reste impur? Pour lui, le wabi-sabi n'est pas une affaire de décoration, c'est une affaire d'âme. Mais cette révolution silencieuse dérange le pouvoir. Toyotomi Hideyoshi, le maître du Japon, celui-là même qui fait construire un pavillon de thé entièrement recouvert d'or, finit par ordonner à Rikyu de se donner la mort. Le 21 avril 1591, le maître de thé tient une dernière cérémonie. Il offre ses ustensiles un à chacun de ses invités. Puis il brise le bol dont il était servi, afin que personne ne puisse jamais le réutiliser. Et il obéit à l'ordre. L'homme disparaît, les fragments demeurent, et l'esprit perdure, intact, 5 siècles plus tard. Il y a, dans cette fin, quelque chose de profondément wabi-sabi. La beauté de ce qui ne dure pas.
la grandeur de ceux qui acceptent de se défaire. Il existe, au Japon, un art ancien que l'on appelle kintsugi. Lorsqu'un bol de céramique se brise, on ne le jette pas. On ne recolle pas les morceaux en espérant que la cassure devienne invisible. On fait l'inverse. On répare l'objet avec de la laque mêlée de poudre d'or, de sorte que chaque fissure, chaque ligne de fracture, devienne une veine lumineuse qui traverse la surface comme un réseau de rivières dorées. L'objet réparé n'est pas diminué, il est transfiguré. Sa blessure est devenue sa parure. Son histoire de cassure est entrée dans sa beauté. Et cette beauté-là est plus profonde que celle de l'objet intact. Car elle dit quelque chose que la perfection ne sait pas dire. Que l'on peut traverser la rupture et en sortir plus précieux qu'avant. Que nos fêlures ne nous diminuent pas, qu'elles nous singularisent. À Kyoto, dans l'enceinte du temple Ryoanji, se trouve un jardin de pierre que des millions de visiteurs viennent contempler chaque année. 15 rochers disposés sur un rectangle de gravier blanc, méticuleusement ratissés en lignes parallèles. Le jardin est conçu de telle sorte qu'aucune position, aucun angle de vue ne permet de voir les 15 pierres en même temps. Il en manque toujours une, cachée derrière une autre. L'incomplétude n'est pas un accident de la composition, elle en est le cœur. Ce que le jardin enseigne, dans son silence minéral, c'est que le réel excède toujours notre regard. Qu'il reste toujours quelque chose que nous ne voyons pas. Et que c'est précisément dans cet invisible que réside la profondeur. Mais le wabi-sabi n'habite pas seulement les temples et les musées. Il habite votre vie, si vous acceptez de le voir. Il est dans cette tasse ébréchée, à laquelle vous tenez plus qu'à n'importe quelle autre. Parce que c'est celle dans laquelle vous buvez votre café chaque matin depuis des années. Et que sa petite entaille sur le bord est devenue aussi familière que le grain de beauté sur la main de quelqu'un que vous aimez. Il est dans ce pull dont le coude s'use, mais que vous refusez de jeter, parce qu'il porte la forme de vos gestes, la mémoire de vos soirées. Il est dans le banc du parc dont le bois a grisonné sous la pluie. Dans le carnet dont la couverture s'est assouplie à force d'être ouverte. Dont la voix d'un être cher, dont le timbre a changé avec les années, et qui n'en est que plus émouvante. Le wabi-sabi n'est pas une philosophie exotique. Il est partout où nous acceptons de voir la beauté dans ce qui passe. Partout où nous choisissons de garder plutôt que de remplacer, de réparer plutôt que de jeter, de laisser vieillir plutôt que de lisser. Notre époque fait le choix inverse. Elle remplace, elle renouvelle, elle polit, elle perfectionne. Elle nous dit que le neuf est toujours meilleur que l'ancien, que la surface lisse est toujours préférable à la surface marquée. Le wabi-sabi, lui, propose une alternative douce. Non pas un refus du monde moderne, mais une respiration en son sein. Une manière de poser la main sur ce qui s'use et de murmurer « Cela suffit. Cela est beau. Cela est assez. »
Le wabi-sabi n'est pas une philosophie à apprendre, c'est un regard à retrouver. Celui de l'enfant qui ramasse un caillou au bord du chemin et le contemple comme un trésor. Non parce qu'il est précieux, non parce qu'il est rare, mais parce qu'il est là, dans sa main, à cet instant précis, et que cet instant ne reviendra pas. Si le wabi-sabi pouvait nous enseigner une seule chose, je crois que ce serait celle-ci. Il existe une forme très ancienne et très douce de courage, qui consiste à ne pas détourner le regard de ce qui passe, de ce qui s'use, de ce qui un jour finira, et à y trouver non pas de la résignation, mais de la grâce. Rien ne dure, rien n'est achevé, rien n'est parfait. Et c'est précisément pour cela que chaque instant mérite notre attention la plus tendre. Peut-être qu'aimer véritablement, c'est cela. Aimer quelqu'un en sachant qu'il changera. Aimer un lieu en sachant qu'il ne sera pas toujours le même. Aimer cette journée, cette heure, cette lumière, en sachant qu'elles ne reviendront pas. Et les aimer, non pas malgré cela, mais à cause de cela. La fêlure dans le bol, la lumière du soir sur le mur, le souffle qui passe entre deux mots. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir accordé à ces mots un peu de votre temps, qui est la chose la plus précieuse que vous possédez, puisqu'il ne revient jamais. Prenez soin de vous.